Arrête d'accuser ta précieuse petite sœur, arrête d'être aussi odieux, m'ont crié mes parents après que ma sœur a volé le nouveau SUV de ma mère, l'a détruit, puis a exigé que je paie les dégâts. J'ai donc opté pour une solution radicale. J'ai 32 ans et je travaille comme gestionnaire de sinistres automobiles. Mon quotidien consiste à écouter des gens jurer qu'ils ont à peine éraflé quelque chose, tout en décrivant des véhicules qui semblent s'être battus avec un ours. 8 ans dans ce métier vous apprennent une chose essentielle, quand vous sentez qu'une histoire risque de changer, vous gardez des preuves, vous faites des captures d'écran, vous documentez tout. Cette compétence m'a été bien utile le matin où mes clés ont disparu. C'était un samedi d'octobre, dans une banlieue pavillonnaire près de Lyon, où tout le monde se mêle des affaires des autres mais prétend le contraire. Pour être clair, je ne vivais pas dans le sous-sol de mes parents. J'avais emménagé temporairement pendant la haute saison pour économiser de l'argent et réduire mon temps de trajet. Je payais un loyer, je participais aux charges et je gardais mes affaires sous clé car ma sœur a toujours considéré la propriété privée comme un concept flexible. J'espérais dormir au-delà de 7 heures pour la première fois en 2 semaines, nous venions de terminer un mois infernal de déclarations de sinistres consécutives après une tempête de grêle qui avait touché 3 départements. J'ai ouvert les yeux à 8h22 du matin et j'ai tendu la main vers la commode, où je laisse toujours mes clés, mon portefeuille et mon téléphone. Tout était à sa place, sauf les clés. Je me suis redressé, j'ai vérifié à nouveau, j'ai regardé par terre, dans la poche de la veste de la veille. Rien. Ce vide dans l'estomac est arrivé avant que mon esprit ne traite l'évidence. Ma voiture était au garage depuis une semaine pour des problèmes de boîte de vitesse, les pièces étaient en commande. Le seul véhicule utilisable à la maison était le Peugeot 3008 de 2023 de ma mère. J'avais son double de clés sur mon trousseau car elle l'égarait fréquemment. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. L'allée était vide, il ne restait que des taches d'huile là où le SUV aurait dû se trouver. Un mois plus tôt, ma mère l'avait acheté et m'avait demandé de le garer pour elle car sa perception des distances était catastrophique. Elle m'a remis le double en disant que j'étais le seul en qui elle avait confiance pour ne pas heurter le trottoir ou le rayer en sortant. Ce véhicule était sa fierté, peinture grise argentée, siège en cuir, tous les systèmes de sécurité. Il avait coûté 35 000 €. Elle devait encore environ 29 000 € sur le prêt après seulement 4 mensualités. Elle avait économisé pendant 2 ans pour l'apport et s'en vantait auprès des voisins, des collègues et de quiconque complimentait sa couleur au supermarché. J'étais là, en caleçon et avec un vieux t-shirt d'une course de 5 km à laquelle j'avais participé 6 ans auparavant, regardant l'espace vide pendant que les pièces s'assemblaient dans ma tête. Chloé, ma sœur de 28 ans, vivait toujours à la maison. Elle sautait d'un petit boulot à l'autre comme si c'était une discipline olympique, hôtesse d'accueil dans 3 restaurants différents l'année dernière, vendeuse pendant la période des fêtes, promeneuse de chiens pendant 6 semaines jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Elle avait des antécédents, pas du genre j'ai pris ton sweat par erreur, mais plutôt prendre mon ordinateur portable et le rendre avec l'écran fissuré, en pleurant jusqu'à ce que je passe pour le méchant. Des écouteurs qui disparaissaient et réapparaissaient juste après quel aies-tu besoin d'argent. Et à chaque fois, mes parents agissaient comme si le vrai problème était que je le remarque. Mais là, il ne s'agissait pas d'écouteurs à 80 €. Mon téléphone a vibré. Un numéro à moitié connu. J'ai ouvert le message et j'ai senti mon estomac se nouer. C'était une photo du SUV de ma mère encastré dans un poteau en bois, au bord d'une route départementale. L'avant complètement détruit, le capot plié comme une boîte de conserve écrasée, les airbags déployés, du verre partout. Horodatage, 5h47 du matin. Nicole, une amie de Chloé que j'avais à peine vue quelques fois, avait envoyé l'image. Elle avait dû obtenir mon numéro depuis le téléphone de ma sœur. Dans une autre discussion séparée, Léa proposait une version différente. L'une disait que tout le monde était indemne, l'autre affirmait que le poignet de Chloé était gravement blessé. J'ai fait une capture d'écran des 2 conversations. Elle réécrivait déjà l'histoire sans savoir que je voyais les 2 versions en temps réel. Petit à petit, j'ai reconstitué le puzzle. Elles étaient allées à une fête d'anniversaire dans une maison de campagne au bord d'un lac, à 2 heures de là. Un certain Julien organisait ses grandes soirées chaque année. Chloé a passé la nuit à boire et, à l'aube, a insisté pour conduire sur le chemin du retour au lieu de dormir sur place. Elle s'est endormie au volant, a quitté la route et a traversé une clôture avant de finir dans un fossé. 8 ans dans la gestion de sinistres m'ont appris que la première version n'est jamais la définitive, alors j'ai tout gardé. Pas pour le drame, mais pour la vérité.
Je savais exactement ce qui allait se passer et je voulais être prêt. Ma mère est descendue vers 9 heures, fredonnant pendant qu'elle préparait le café. Mon père était derrière, avec l'intention de tondre la pelouse. Un matin normal dans notre petit désastre de banlieue. Je suis entré dans la cuisine et je lui ai dit qu'il manquait un véhicule et mes clés. Elle a cligné des yeux. Ta voiture? La voiture, ai-je répété. Quelqu'un devrait regarder dans l'allée. Elle a soupiré comme si je lui avais dit que le lait était périmé. Chloé aura pris ta voiture, elle avait sûrement quelque chose à faire. Pourquoi en fais-tu tout un plat? Je lui ai montré la photo. Elle l'a prise, a observé le désastre, a couvert sa bouche. Que s'est-il passé, a-t-elle chuchoté. J'ai expliqué, Chloé a pris tout mon trousseau de clés pendant que je dormais, vers 23 heures la nuit précédente, a conduit jusqu'à la fête et a détruit le SUV en revenant. Mon père est entré, a senti l'atmosphère tendue, a regardé l'image puis m'a regardé avec la mâchoire crispée. C'est ta voiture, je n'ai pas répondu. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est qu'une voiture, tu as une assurance. Pourquoi en fais-tu une affaire d'État? Tu contraries tout le monde pour ton véhicule, a ajouté ma mère, tu cherches toujours à la faire mal paraître. Il vaut mieux que ce ne soit pas un coup monté, a dit mon père. Je lui ai donné le numéro de Nicole, qu'il l'appelle s'il a des doutes. Puis est arrivé le moment habituel. Chloé ne volerait pas, a dit ma mère lentement. Peut-être as-tu laissé les clés en vue. Peut-être lui as-tu dit qu'elle pouvait l'utiliser et tu as oublié. Tu es fatigué par le travail, tu es peut-être confus. Je n'ai pas élevé la voix, je l'ai juste laissé s'écouter. Mon père a appelé Nicole, mais n'a pas posé de questions, il a orienté les réponses, alors, il lui a donné la permission, n'est-ce pas? Il a dit oui, c'est ça. J'ai gardé le silence. Je les ai laissés s'empêtrer dans leur propre justification. Chloé est arrivée vers 13 heures. Le petit ami de Nicole les avait ramenés des urgences après l'accident. J'ai entendu la clé dans la serrure et ce mouvement furtif avec lequel elle essayait de disparaître dans sa chambre avant d'affronter les questions. Elle avait mauvaise mine, maquillage coulé, cheveux emmêlés avec des feuilles, vêtements froissés et tachés d'herbe, une attelle au poignet gauche, des ecchymoses sur l'avant-bras. Elle sentait la fumée et le manque de sommeil. Ma mère a couru la serrer dans ses bras, « Est-ce que tu vas bien? Où étais-tu? Que s'est-il passé? » Voilà, j'observais depuis le seuil comment se déroulait le scénario habituel. Chloé m'a regardé par-dessus l'épaule de maman. Elle calculait. Je suis resté chez une amie, j'ai emprunté une voiture, a-t-elle dit, évitant de mentionner l'incident. Je lui ai montré la photo. Son visage a perdu ses couleurs. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Ma mère s'est tournée vers elle, Chloé, que se passe-t-il? J'ai vu comment ma sœur cherchait l'angle pour devenir la victime. Il m'a donné la permission. Je lui ai demandé hier soir si je pouvais utiliser sa voiture et il a dit oui. Il a laissé les clés pour moi, et l'accident n'était pas de ma faute. Un cerf a traversé la route et j'ai fait une embardée pour l'éviter. La posture de mon père s'est détendue, tu vois? C'est sa voiture, elle avait la permission. C'est une affaire entre vous. Exactement, a approuvé ma mère, ta voiture, ton assurance, ton problème. Je ne comprends pas pourquoi tu entraînes toute la famille là-dedans. Chloé a sorti son téléphone et m'a regardé, dis-leur. Dis-leur que tu as dit oui. Mon père s'est approché, dis-le, c'est tout. Ne fais pas de ça un drame pour ta vieille voiture. Je n'ai pas répondu par un je ne veux pas, je n'ai pas dit peut-être plus tard, j'ai juste dit, non. Je travaille dans les sinistres, je reconnais une fraude à l'assurance quand j'en vois une. J'ai dit que je dormais, qu'elle a pris mes clés vers 23 heures. Selon les horodatage des messages. Tu mens, a crié Chloé. Tu as toujours été jaloux de moi, tu cherches toujours à me faire du tort. Tu es cruel, injuste et vindicatif. Et voici la partie qui me fait encore secouer la tête. L'expression de ma mère s'est adoucie. Pourquoi fais-tu autant de scandales? C'est ta voiture, tu as une assurance. Si tu aimes vraiment cette famille, tu arrêterais d'essayer d'attirer des ennuis à ta sœur pour un simple véhicule. Mon père a hoché la tête immédiatement, exactement. Règle ça toi-même, fais la déclaration de sinistre et passe à autre chose. Je suis resté silencieux. Je les ai laissés parler jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Ensuite,
j'ai regardé ma mère et je lui ai demandé calmement si elle voulait appeler elle-même la compagnie d'assurance ou si elle avait besoin que je lui passe le numéro. L'atmosphère s'est figée. Le tic-tac de la pendule de la cuisine est devenu la seule chose audible. Mon père a lâché un petit rire, pourquoi devrait-elle appeler? C'est ta voiture. En gardant un ton ferme, j'ai répondu, ma voiture est au garage depuis une semaine, problème avec la boîte de vitesse, les pièces sont en attente. Hier soir, le seul véhicule dans l'allée était le SUV de maman. Le visage de ma mère a à peine changé. Non. Chloé a dit qu'elle a pris ta voiture, elle a dit qu'elle a pris tes clés. Mes clés avaient le double du SUV de maman, ai-je précisé, celui que je garde avec moi car elle perd toujours le sien. Ma mère a nié avec force, ce n'est pas vrai. Chloé a dit qu'elle était argentée et neuve. Le SUV de maman est argenté et neuf. Ne voulant pas en entendre plus, elle a pris le téléphone et a appelé Chloé. J'ai observé son expression pendant que Chloé confirmait qu'elle ne savait pas exactement à qui appartenait la voiture, seulement qu'elle était argentée, neuve et jolie. En raccrochant, ma mère a dit, ça ne prouve rien. Alors j'ai ouvert les photos que Nicole m'avait envoyées et j'ai zoomé sur l'image où l'on pouvait à peine voir la plaque d'immatriculation. Ma mère m'a arraché le téléphone. Ses mains tremblaient tellement que l'image bougeait. Sa plaque, sa carte grise, son immatriculation, son véhicule. C'est mon SUV. Les couleurs ont quitté son visage. Il restait 29 000 € à payer, à peine 4 mensualités versées d'un véhicule qui était maintenant une épave dans un fossé à 2 heures de là. Et sans hésiter, elle s'est retournée contre moi. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit dès le début? Pourquoi as-tu laissé croire que c'était ta voiture? Tu as permis toute cette conversation en sachant que c'était la mienne. Je l'ai regardé fixement, je vous ai dit qu'il manquait un véhicule, je vous ai montré les photos. Vous avez décidé que c'était le mien parce que c'était plus facile de l'ignorer ainsi. Tu aurais dû être plus clair. Tu aurais dû, elle s'est interrompue, à avaler sa salive. La réalité commençait à s'installer. Chloé a reculé jusqu'au mur et a commencé à parler précipitamment, je ne savais pas, je pensais que c'était la sienne. Il faisait sombre et je n'ai pas remarqué la différence. Les clés étaient là et j'ai supposé. Ma mère l'a finalement regardée. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage. Toute son énergie protectrice s'est évaporée comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Elle ne regardait plus sa petite fille, mais la personne qui venait de lui coûter 35 000 €. Sa voix est devenue glaciale, pourquoi as-tu pris n'importe quelle voiture sans permission? Pourquoi es-tu entré dans une chambre à 23 heures et as-tu pris des clés sur une commode? À quel moment cela t'a-t-il semblé acceptable? Mon père est intervenu immédiatement, calmez-vous. C'est un malentendu. Nous sommes une famille, nous allons arranger ça. L'important est que personne n'ait été blessé. Le même discours que d'habitude. Ma mère s'est tournée vers lui avec une telle rapidité que j'ai cru qu'elle se blesserait. Comprends-tu que nous devons encore 29 000 €? Comprends-tu que l'assurance pourrait ne rien couvrir parce qu'elle ne figure pas sur la police? Comprends-tu que ta fille parfaite vient de détruire des mois d'économie en une seule nuit de fête? Mon père a gardé le silence. Ça, c'était nouveau. Chloé répétait, je suis désolé, je ne voulais pas que ça arrive, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, comme si le répéter était suffisant pour effacer ce qui s'était passé. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé à clé et j'ai commencé à transférer toutes les captures d'écran sur une clé USB. Depuis l'étage en dessous, on entendait les cris, la voix de Chloé de plus en plus aiguë et désespérée, celle de ma mère plus froide et tranchante, celle de mon père essayant de faire la médiation sans succès. Quelque chose s'était brisé. L'assurance a fait ce que font généralement les compagnies d'assurance. Pendant 3 jours, ma mère a passé près de 6 heures au téléphone avec eux. L'expert n'était pas impoli, juste impersonnel. Lorsqu'elle a souscrit la police, elle avait signé une clause d'exclusion de conducteur pour Chloé afin de réduire la prime. Chloé avait 2 accidents responsables à son dossier et l'ajouter aurait augmenté le coût de 40%. Ma mère avait donc coché la case où elle déclarait par écrit et signé que Chloé ne conduirait jamais le véhicule sous aucune circonstance. J'ai vu l'expression de ma mère lorsque l'expert a lu cette clause à voix haute. Le moment exact où elle s'est souvenue d'avoir signé, l'instant où elle a compris qu'elle avait exclu sa propre fille pour économiser de l'argent, et que maintenant cette décision revenait la hanter. Demande d'indemnisation refusée. Sans couverture. Sans exception.
Sans recours possible. Le coût financier a été brutal. 6 000 € d'apport perdu. 29 000 € encore en attente pour une voiture inexistante. Frais de remorquage et de mise en fourrière s'accumulant chaque jour. La banque menaçant de poursuites judiciaires. Ma mère conduisant une berline de 15 ans avec 225 000 km qui vibrait en dépassant les 90 à l'heure, tout en continuant à payer pour un SUV qui n'existait plus. Tout ça parce que sa fille chérie n'a pas voulu commander un VTC. 4 jours après l'accident, le premier affrontement sérieux a eu lieu. En rentrant du travail, j'ai trouvé mes parents qui m'attendaient dans la cuisine. Ma mère assise avec des papiers étalés, mon père debout, les bras croisés, bloquant le couloir comme s'ils avaient planifié la scène. « Nous devons parler de ta responsabilité dans tout ça », a dit mon père sans détour. J'ai posé mon sac lentement et j'ai demandé de quelle responsabilité il parlait. Ma mère a glissé une feuille vers moi. C'était une répartition détaillée, solde du prêt, frais de fourrière, apport, le tout avec le total entouré d'un cercle. « Tes clés, a-t-elle dit, ta responsabilité. Si tu les avais mieux rangées, rien de tout cela ne serait arrivé. » Je l'ai regardé, incrédule, tu es sérieuse. Mon père a fait un pas en avant, tu les as laissées à la portée de n'importe qui, tu as fait preuve de négligence et maintenant ta mère fait face à la ruine financière à cause de ça. Mes clés étaient dans ma chambre, sur ma commode, à 23 heures, pendant que je dormais, ai-je répondu. La seule façon de les prendre était d'entrer dans ma chambre et de me les prendre. Ce n'est pas de la négligence, c'est du vol. Arrêtez de blâmer votre fille. Espèce de tyran misérable, a lâché mon père. Elle a commis une erreur, tu l'as rendue possible. Ce qui est juste, c'est que tu aides à couvrir les coûts. Ma mère a hoché la tête, nous pensons que tu devrais contribuer au moins à la moitié, 15 000 €, plus les frais de gardiennage. Là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de défendre Chloé. Il voulait que je paie pour ce qu'elle avait fait. Je leur ai demandé s'ils étaient conscients qu'ils me demandaient d'assumer une dette pour une voiture que je n'avais jamais conduite, jamais accidentée et dont je n'avais jamais autorisé l'utilisation. Mon père s'est approché encore plus, pense à ton avenir au sein de cette famille. Nous pouvons encore arranger ça si tu coopères. Appelle l'assurance, dis que tu as donné la permission à Chloé, que c'était un malentendu, et couvre la différence. Il me demandait de commettre une fraude à l'assurance et de payer 15 000 € pour la protéger. Non, ai-je répondu. C'est un délit. Je n'irai ni en prison, ni ne ferai faillite pour la sauver des conséquences. Tu es encore égoïste. Tu te soucies plus d'avoir raison que de la famille, a-t-il dit le visage rougi. Peut-être qu'elle a pris les clés parce que tu lui as fait sentir qu'elle ne pouvait pas te les demander. C'est la logique la plus absurde que j'ai jamais entendue, ai-je répondu, et la conversation a pris fin. Puis il a lâché la menace, si tu ne peux pas faire partie de la solution, peut-être devrais-tu chercher où vivre. Le silence a duré 3 secondes. J'y songeais déjà, ai-je répondu. Je commencerai ce week-end. Ce sera bien de vivre dans un endroit où mes affaires ne disparaissent pas à l'aube et où on ne me facture pas les désastres des autres. Je suis monté, j'ai fermé à clé et j'ai commencé à regarder les annonces d'appartements. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte au commissariat. Mon intention initiale était seulement de documenter ce qui s'était passé, d'en garder une trace et de me protéger. Mais ils avaient franchi une ligne. Ils ne m'ont pas seulement demandé de mentir, ils ont exigé que je commette une fraude et que je paie pour les dommages causés par d'autres. Je me suis rendu au poste de police. Je me suis assis avec un officier et j'ai tout raconté, le vol de mes clés, l'utilisation non autorisée du véhicule, l'accident aussi. J'ai déclaré que mes parents faisaient pression sur moi pour faire de fausses déclarations à la compagnie d'assurance et pour payer la restitution des pertes que je n'avais pas causées. Tout a été documenté avec des dates, des horaires et les contacts des témoins. L'officier m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai répondu que oui. Non pas parce que je souhaitais l'avoir arrêté, mais parce que ma famille avait clairement fait savoir que, selon eux, aimer signifiait sacrifier ma carrière, ma liberté et mes économies pour protéger Chloé d'elle-même. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'extorsion avec une photo de famille accrochée au mur. 3 jours plus tard, un enquêteur a appelé la maison pour faire un suivi. Soudainement, tout le monde s'est remis à s'inquiéter pour la famille. Chloé a perdu le contrôle lorsqu'elle a reçu la notification, elle faisait l'objet d'une enquête pour vol de véhicule et conduite dangereuse. Elle n'avait pas été arrêtée, pas encore,
mais la procédure était lancée. Elle m'a hurlé dessus dans le couloir, m'a traité de monstre, a dit que je voulais ruiner sa vie pour une erreur. Je lui ai répondu qu'une erreur, c'est prendre le mauvais café, ce qu'elle avait fait, c'était une chaîne de décision. Et maintenant l'État était impliqué parce que nos parents avaient essayé de me forcer à commettre un délit et à vider mes économies pour couvrir son désastre. Maman observait depuis la cuisine, les bras croisés et le visage éteint. Cette fois, elle n'a pas défendu Chloé, ni papa, et n'a pas mentionné les 15 000 €. Elle semblait seulement avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Papa a essayé son rôle de médiateur, il a demandé le calme, a assuré que tout pouvait s'arranger si je retirais la plainte et reconsidérais d'aider avec les frais. Je lui ai dit que je ne retirerais rien et que je ne paierais rien. Qu'il m'avait poussé dans ce coin en exigeant la fraude et en prétendant que je finance les conséquences de Chloé. Maintenant, il allait devoir voir comment tout cela allait se dérouler. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes cartons. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé un appartement. Un 2 pièces simple, mais à moi. J'ai signé le bail un vendredi et j'ai passé le week-end à déménager mes affaires pendant que mes parents regardaient avec un étrange mélange de colère et d'incrédulité. Chloé a essayé de me parler pendant que je chargeais des cartons dans la voiture. Elle s'est plantée dans l'allée comme si elle attendait une scène dramatique. « Tu vas vraiment faire ça? Tu vas abandonner la famille pour une erreur ?» Sa voix s'est brisée. Elle a dit qu'elle pourrait rembourser maman, que personne ne lui donnait sa chance, que le rapport de police pourrait lui attirer de graves ennuis. J'ai posé le carton par terre et je l'ai regardé attentivement, des cernes marquées, des cheveux non lavés, le visage de quelqu'un qui commençait à comprendre que le filet de sécurité avait disparu. Je lui ai répété que ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est prendre le mauvais manteau dans un restaurant. Prendre les clés de quelqu'un à 23 heures pendant qu'il dort, conduire 2 heures jusqu'à une fête et détruire le véhicule parce qu'on est trop fatigué, c'est une suite de décisions, l'une après l'autre. Elle les a prises, maintenant elle affrontait les conséquences, et je n'allais pas me sentir coupable de refuser de la protéger de la réalité. Elle m'a traité de froid, a dit que j'avais toujours été comme ça, que je me souciais plus des règles que des personnes, qu'une vraie famille s'entraide dans les moments difficiles. Je lui ai répondu qu'une vraie famille ne se vole pas, pour ensuite exiger que la victime paie les dommages. J'ai chargé le dernier carton, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes parents n'ont pas appelé pendant 3 semaines. Quand maman l'a finalement fait, c'était pour dire que tout empirait. Elle ne demandait pas d'argent cette fois, seulement que je retire la plainte. Selon elle, Chloé perdait pied, elle ne travaillait pas, ne sortait pas de sa chambre, n'apportait rien, tout en consommant des ressources qu'il ne pouvait pas se permettre. Je lui ai dit que j'en étais désolé. Je n'ai pas proposé de solution. Elle s'est frustrée, « Pourquoi es-tu si froid ? Je suis ta mère et je traverse une période difficile. » Je lui ai répondu que j'étais désolé qu'elle souffre, j'en étais vraiment désolé. Mais je lui ai aussi rappelé que Chloé avait 28 ans et qu'ils l'avaient tous deux protégée toute sa vie de la moindre conséquence. C'était le résultat naturel. Je n'allais pas replonger avec eux alors que la maison brûlait déjà. Elle m'a raccroché au nez. 2 semaines plus tard, Nicole, la même amie qui m'avait envoyé les photos de l'accident, m'a prévenu que Chloé racontait une autre version. Elle disait que je lui avais donné la permission d'utiliser la voiture, que j'avais porté plainte par rancune, que j'avais manipulé la famille pour la monter contre elle. Elle se présentait comme une victime. J'ai remercié Nicole et puis j'ai fait quelque chose de mesquin, mais satisfaisant, j'ai pris des captures d'écran des messages originaux que Chloé et ses amis m'avaient envoyés la nuit de l'accident, où elle détaillait la fête, la conduite épuisée, l'accident, le tout avec leur enregistré. Elle construisait une narration où elle était innocente et moi le méchant. Je ne négocie pas avec la propagande. J'ai partagé ces preuves dans un groupe familial privé sur une messagerie, avec les parents qui avaient entendu sa version. Aucun commentaire, juste les messages. Mon téléphone a explosé, des oncles demandant ce qui se passait, des cousins surpris, ma grand-mère disant qu'elle avait toujours eu des doutes sur Chloé mais qu'on lui assurait qu'elle exagérait. Mes parents sont devenus furieux. Papa a crié sur le fait de déballer les affaires de famille en public, maman a écrit un long message disant que j'avais humilié Chloé et endommagé sa réputation. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, maman a donné 30 jours à Chloé pour partir. L'exil a commencé. Chloé est passée de canapé en canapé comme une boule de flippée avec des problèmes financiers.
Nicole a supporté 3 semaines avant de découvrir qu'elle essayait d'utiliser sa carte bancaire en ligne. Une autre amie l'a mise à la porte en 5 jours. Un ex-petit ami l'a accueilli une semaine, jusqu'à comprendre que rien n'avait changé. La famille élargie connaissait déjà la vérité, personne ne voulait être le prochain à qui des affaires disparaîtraient. La procédure judiciaire a avancé lentement. Chloé a accepté une composition pénale, un programme de sensibilisation, des stages obligatoires, une restitution financière à maman, des heures de travail d'intérêt général, dont elle ne cessait de se plaindre. Il n'y a pas eu de prison, mais un casier judiciaire, des contrôles avec un conseiller d'insertion et de probation. Une vraie responsabilité pour la première fois. Elle m'a appelé une nuit, cette fois elle pleurait pour de vrai. Elle a demandé pourquoi je lui faisais ça, ce qu'elle devait faire pour arranger les choses. Elle a dit qu'elle manquait d'endroit où dormir, qu'elle avait peur. Je lui ai dit que je ne lui faisais rien, seulement que je ne faisais plus rien pour elle, qu'il y avait une différence. Qu'elle avait toujours attendu que d'autres absorbent le coup de ses décisions, maintenant elle apprenait ce qui se passait quand cela s'arrêtait. Elle a dit que c'était cruel. Ça l'était peut-être. Je ne suis pas un saint. Mais je lui ai aussi dit que pendant des années, je l'avais vu casser, perdre et prendre des choses sans faire face aux conséquences, que peut-être le fait de devoir s'en sortir seul n'était pas de la cruauté, c'était peut-être la première chose sincère que quelqu'un ait faite pour elle. Elle a raccroché. Après des semaines à dormir sur des canapés et à suivre des stages, elle a obtenu un emploi de base dans un magasin pour faire des inventaires. Elle a loué une chambre dans une colocation, salle de bain commune, petit placard, rien de glamour mais payé avec son argent. Mes parents m'ont appelé à Noël. Ils voulaient dîner, essayer de réparer les choses, disant que la famille devait être unie. Je leur ai dit que j'y penserais. J'y ai pensé 10 secondes et j'ai répondu que non. Je n'allais pas faire semblant que tout allait bien alors que rien n'avait changé. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent ce qui s'était passé et arrêtent de me traiter comme le problème, je ne voyais aucun sens à une paix factice. Papa m'a traité d'ingrat, maman a pleuré. Le même scénario, un prix différent. J'ai passé Noël avec des amis. Chocolat chaud, mauvais film. Je n'ai pas pensé à ma famille. 11 mois après l'accident, ma vie était stable. La voiture était réparée. Au travail, j'ai été promu expert sinistre senior, meilleur salaire, plus de responsabilités. Vivre en dehors de cette maison était mieux que d'attendre la prochaine crise créée par Chloé. L'affaire judiciaire s'est conclue à cette époque, programme terminé, paiement en cours, travaux d'intérêt général enregistrés. Elle a évité la prison de justesse. Le casier resterait, mais l'intéressant est venu après. Quand vous poussez quelqu'un à commettre une fraude à l'assurance et que cette personne le signale, des complications surviennent. L'enquêteur avait pris des notes détaillées sur qui a dit quoi et qui a exigé de fausses déclarations. Papa a été convoqué 2 fois. La première fois, il a essayé de les charmer avec des excuses et des diversions. Ça n'a pas marché quand il y avait des registres et des déclarations enregistrées de son propre fils. La deuxième fois, il a amené un avocat. Il n'a pas été mis en examen, le parquet a classé l'affaire sans suite, mais son nom est resté dans le système, et les petites villes parlent. Quelqu'un au commissariat connaissait quelqu'un dans son bureau. En quelques semaines, la moitié de ses collègues connaissaient une version du fait que Didier avait essayé de faire commettre une fraude à son fils pour couvrir sa fille. Ce n'était pas la réputation qu'il avait construite en 30 ans. Son patron l'a convoqué pour parler de déontologie professionnelle, les ressources humaines ont ouvert un dossier. Rien de formel, mais suffisant pour affecter les promotions et la confiance. La réponse de papa, me rejeter la faute. Il m'a appelé 2 mois après la clôture de l'enquête avec ce mélange de colère et d'apitoiement sur lui-même que je connaissais depuis mon enfance, tu as ruiné ma réputation, ma carrière, mon mariage. Es-tu satisfait? Je lui ai dit que je n'avais rien ruiné, qu'il avait pris des décisions et que ces décisions avaient des conséquences, j'ai seulement refusé de les dissimuler. Tu n'es plus mon fils. Je lui ai répondu que ça m'allait très bien. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. 3 semaines plus tard, maman a demandé le divorce. Pas pour la tentative de fraude, mais parce qu'elle a découvert que papa envoyait de l'argent en secret à Chloé. Des centaines d'euros par mois sur des comptes qu'elle ne connaissait pas, tout en remboursant un prêt pour un SUV transformé en ferraille. Elle a trouvé les relevés bancaires en préparant la déclaration d'impôt, des virements et des mensonges accumulés. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Maman a gardé la maison,
papa, avec un petit studio et ce qui restait de sa réputation, a été muté dans une autre agence dans une autre ville, recommençant à 57 ans, parce qu'il n'avait pas supporté que sa fille fasse face à une seule conséquence sans essayer de manipuler le jeu. Les dommages financiers n'ont pas été totalement réparés. Maman continuera à payer ce prêt pendant au moins 3 ans de plus, elle conduit une vieille berline bruyante. Elle ne parle plus à Chloé depuis qu'elle l'a mise à la porte, ni à papa depuis la signature. De Chloé, j'ai appris par des cousins qu'elle travaille toujours dans la vente, louant une chambre, payant sa dette. Si elle a changé ou si elle a juste appris à mieux choisir les personnes à qui causer du tort, je ne le sais pas, et ça ne m'intéresse pas non plus. Ça ne me regarde pas. J'ai passé le dernier Noël avec des amis. Des gens bien. Des personnes qui ne prennent pas vos clés pendant que vous dormez et qui ne vous demandent pas de commettre des délits pour elles. Nous avons commandé des pizzas, regardé de mauvais films, joué aux cartes jusqu'à 2 heures du matin. Je n'ai pas pensé à ma famille une seule fois. Mon appartement est silencieux. Mes clés reposent chaque nuit sur ma commode. Personne n'y touche. C'est curieux de voir à quel point la vie devient simple quand on cesse de vivre avec des gens qui traitent vos biens comme des propriétés communes et vos limites comme des suggestions. Cette allée vide il y a presque 2 ans semblait être la pire matinée de ma vie, elle s'est avérée être le matin où j'ai cessé d'être responsable de réparer les pots cassés de la famille. Ils ont créé le désastre, ils continuent de le nettoyer. Moi, je vis simplement ma vie. Commentaire, je lis vos réactions et je pense souvent à l'importance de savoir dire non pour se protéger. Poser des limites claires n'est pas un acte d'égoïsme, mais une profonde marque de respect envers soi-même. L'amour véritable ne devrait jamais nous forcer à porter le poids des mauvaises décisions des autres. Chacun de nous a le droit de choisir un environnement sain pour s'épanouir et trouver la paix intérieure. Parfois, prendre de la distance est la seule façon de permettre à ceux que nous aimons de grandir et d'assumer leurs actes. La véritable gentillesse commence par le courage d'être honnête face à l'inacceptable. Vous avez le pouvoir de vous construire une vie en vous entourant de personnes qui respectent vos valeurs et votre intégrité. Je vous encourage à protéger votre espace mental et à privilégier votre propre tranquillité d'esprit. Prenez soin de vous et continuez à bâtir la vie sereine que vous méritez.